La sculpture traditionnelle, pour moi, c'est beaucoup le folklore. C'est beaucoup à Saint-Jean-Port-Joli, parce que c'est un thème qui a été répété. La sculpture en taille directe, c'est aussi spécifique à Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est vraiment ce que fait la marque de Saint-Jean-Port-Joli. C'est vraiment ce que les gens venaient chercher comme expertise et qui viennent toujours chercher comme expertise parce que ça fait partie de notre richesse, je pense. Comme quelqu'un va aller en Italie pour la pierre, pour qui va aller... je trouve qu'on a vraiment cette spécificité-là. Puis ça, j'aimerais que ça reste. Mais chacun a su, je pense, en partie, essayer de faire son créneau dans différents thèmes, mais ça reste toujours la base de la sculpture en taille directe et en bois. Maintenant, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres matériaux qui rentrent en ligne de compte, mais la base est ça, à partir d'une masse, être capable de dégrossir ça pour finir par un sujet. Les sculpteurs de Saint-Jean-Port-Joli ont cette richesse-là, cette force-là de la taille directe. Les Bourgault les trois Bourgault, les premiers, étaient des raconteurs sur le bois. Eux aussi, ils savaient que l'homme de tout métier est en train de disparaître. La femme qui tissait le lin, l'homme qui travaillait avec la faux, l'homme menuisier dans son atelier. Et ils savaient très bien qu'il y avait une époque industrielle qui était amorcée. Henry Ford avait déjà commencé les automobiles en série, les syndicats apparaissaient. Donc, on quittait ce monde où tu avais des gens qui étaient multiples professions pour assurer une vie, et tandis qu'on venait à la professionnalisation de, justement, des métiers dans un secteur qui était complémentaire d'un autre secteur. Et évidemment que c'était une richesse, et ils ont commencé à écrire sur bois pour capter ces derniers gestes-là. Et d'ailleurs, une façon facile de reconnaître l'authenticité, la force de ces sculptures-là, c'est que les sculptures, à ce moment-là, tu vois le faucheur qui regarde ce qu'il est en train de faire. Tu vois la tisserande qui regarde son métier. Et après ça, pas longtemps après, dans les années 40-50, le faucheur destiné aux touristes regarde le client. Alors, il y a une déconnexion qui s'est passée. Tu sais, n'importe qui, même quelqu'un qui est néophyte, qui regarde une sculpture, ou en tout cas, prenons une sculpture, si la sculpture n'a pas d'intensité, même si elle est belle, même si elle est bien faite, même si elle est parfaite, si elle n'a pas l'intensité, si la personne qui l'a faite n'a pas été en train de dire quelque chose, de sentir quelque chose, de communiquer quelque chose à sa matière, ça ne sent pas longtemps. C'est quelque chose qui reste sur la tablette, qu'on vire de bord, ou qu'on met au feu, ou qu'on donne aux voisins parce qu'on ne va plus le voir. Si c'est quelque chose qui est très fort, très intense, d'ailleurs j'en ai la preuve, il y a des sculptures, des vieilles sculptures de Saint-Jean-Port-Joli, les anciennes, les gens ne veulent pas m'y vendre. Les gens les gardent, ça fait 50 ans. Et d'une famille à l'autre, c'est les héritiers qui les gardent.
pense que si j'ai eu du succès dans l'art public, parce que j'ai réalisé à peu près 34 ou 35 grosses œuvres ici au Canada, puis un peu dans d'autres pays, c'est parce que j'avais une formation d'artisan. J'avais la philosophie de l'artisan. C'était cette approche qu'on a par rapport aux autres. Il faut, à quelque part, pour faire de l'art public, se démettre un peu, se démettre de ses préoccupations les plus profondes, les plus accentuées, les plus stressantes, pour aller prêter son talent, ses préoccupations, son talent aux autres. Alors c'est un mouvement vers les autres, moi je le vois comme ça. C'est un mouvement vers du monde qui sont là, dans la rue. C'est ma formation d'artisan. D'être capable d'arrêter ma recherche et puis de me prêter. Et j'aime beaucoup cet exercice-là. C'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Quoi qu'on pense, c'est pas une formule. On peut faire n'importe quoi aussi, mais pour que ça résiste dans le temps, c'est une autre affaire. Au niveau du sens, pas au niveau physique. Alors, tu peux faire des grandes sculptures qui valent beaucoup d'argent, mais qu'à quelque part, je dis que la lumière s'éteint au bout de quelques années. La lumière a le sens. C'est pas facile de viser quelque chose qui est pérenne, mais il faut toujours essayer que ce soit. Ce que tu vois, c'est ce que c'est. Rien d'autre. C'est juste ça. Tu es impressionné par le sentiment qu'il y a là devant cette chose et non par la représentation de la chose. Tu sais, ça peut être une peinture très figurative, mais tu peux regarder la Joconde de toutes sortes de façons. C'est l'intensité qu'il y a dedans qui se communique à l'intérieur de toi. Il faut que tu te laisses aller. Souvent, je caricature en disant, un peu méchamment, les gens qui s'approchent de l'art, c'est les gens qui ont eu soit une grosse dépression nerveuse, soit une crise cardiaque, peur de la mort. Alors, il faut avoir peur, il faut que ça dérange, il faut être bousculé. Si c'est juste de se gargariser avec quelque chose qui est proche du bonbon, du sucre, ça ne vaut pas la peine. Il faut se laisser aller jusqu'au vertige. Il faut se démettre de tous ces mécanismes de jugement, puis se laisser aller simplement, contempler, respirer ces choses-là. Ceux qui te titillent, qui te touchent, tu n'es pas obligé de comprendre tout et d'aimer tout. C'est toi-même qui es à la recherche d'un sentiment, d'un film, de quelque chose. Fait que la Maison des métiers d'art de Québec, c'est la continuité, c'est l'affiliation spirituelle de l'École atelier de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. Puis les cours que j'ai reçus, la façon que l'enseignement était donné, c'est un rapport direct avec la manière que la sculpture s'est développée aussi à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, le rapport à la matière, le rapport à l'objet 3D, puis surtout le rapport au savoir-faire et à la transmission de ces savoir-faire-là. La façon que c'est enseigné à l'École de sculpture, c'est le seul endroit au Québec et un des seuls endroits de toute l'Est du Canada que c'est enseigné comme ça. C'est très, très, très différent des enseignements qu'il y a dans les universités. Puis tout commence la base avec les savoir-faire, apprendre à aiguiser les couteaux, apprendre à aiguiser un rabot, à comprendre ce que c'est du bois, que de la pierre, que la terre directe. Donc, au début, je n'étais pas totalement conscient. Maintenant, je prends conscience que les mêmes personnages en styromousse, les mêmes personnages en plâtre, les mêmes personnages en fibre de verre
résonnerait pas par rapport à l'histoire, par rapport à ce que nous sommes, par rapport au territoire où sont fabriqués ces objets-là. Donc, si c'était pas de la taille directe en bois, si c'était pas fait à la main des artisans du passé, peut-être que les objets résonneraient pas, auraient pas la même force. Vive la poésie, c'est la seule ressource pour sauver la planète. Même si c'est utopique, vive la poésie. Et la poésie à tous les niveaux, dans la façon d'être, dans la façon de voir, dans la façon d'être avec les autres. La seule chose qui peut nous ramener à un intérêt commun, un regard sur notre environnement, sur nous-mêmes, sur la cohésion, c'est la poésie et rien d'autre.